Salut à tous, bienvenue sur le Facebook d'AutoPlus pour un 7e live en compagnie des journalistes de la rédaction. Et cette semaine, c'est François Tarin, rédacteur en chef adjoint au service actualité du magazine, qui est avec nous. Salut François. Bonjour Géraldine. Et Tout va bien ? Oui, tout va très bien, tout va très bien. Ouais. C'est magique, voilà, on attend que ça se connecte au fur et à mesure sur Facebook, puisque nous sommes donc en direct pour une petite heure en ta compagnie. Ouais. Avant de parler d'actualités diverses, de primes à la casse, de radars, de prix des carburants, je vous propose de ne pas oublier de vous abonner sur nos pages pour être au fait de l'actualité, de nos vidéos, de nos essais, enfin bref, de rejoindre la communauté AutoPlus pour nous suivre pour chaque live. Et petit détail, la semaine prochaine, nous devrions, normalement, chose promise, chose due, nous devrions recevoir Alan Froly, qui est essayeur à la rédaction. Donc préparez d'ores et déjà vos petites questions autour des nouveautés à essayer en cette année 2020. Cher François, oui. En préambule, oui. Un petit focus sur ce qui s'est passé sur le confinement. Comment ça s'est passé sur la partie actualité ces derniers jours à la rédaction d'AutoPlus ? Est-ce qu'il y avait finalement des choses à dire ? De l'actualité, il y en avait. Il suffisait de regarder tout ce qui se passait autour du confinement pour essayer de trouver des sujets. Alors c'est vrai qu'on était un peu monosujet. Confinement, restriction de circulation. Est-ce que la voiture est un nid à microbes ? Quelles sont les nouvelles règles pendant le confinement ? Les autorisations, comment savoir jusqu'où on peut aller ? Il a fallu tourner un peu en boucle sur ces sujets, mais ça s'est finalement plutôt pas trop mal goupillé. Et puis en ces périodes où finalement il y a très peu de sujets, à chaque fois qu'on a des angles de sujets qu'on trouve, on fonce et on épluche et on trouve toujours des choses intéressantes à dire. Et finalement, nos lecteurs ont été au rendez-vous et malgré la fermeture de nombreux kiosques, il y a eu quand même beaucoup de lecteurs qui nous ont suivis. Et ça, c'est super appréciable parce qu'on se rend compte finalement que dans ces périodes un peu tendues, on se recentre aussi sur ces passions qu'on avait peut-être un peu oubliées en cours de route le reste de l'année. Et là, on se dit finalement, la voiture et mon AutoPlus, c'est aussi un peu de détente quand je suis enfermé chez moi. Est-ce qu'on se le rappelle quand même qu'à la rédaction d'AutoPlus, il y a une spécificité, c'est que vous avez ce qu'on appelle un délai de bouclage, c'est-à-dire que vous n'écrivez pas un article et il ne paraît pas tout de suite dans le journal, vous avez forcément un délai. Donc ça veut dire que vous, à l'actu, vous êtes d'autant plus pénalisé, vous devez impérativement anticiper ce qui va se passer. Ça fait partie des rubriques, ce sont les rubriques les plus chaudes, entre guillemets, où on traite les sujets les plus récents. Malgré ça, on a une semaine, voire 10 jours de décalage entre le moment où on écrit un papier, où on le boucle, où l'imprimeur le met sous presse et où on ne peut donc plus changer une virgule par rapport à la date de publication. C'est extrêmement compliqué parce qu'il faut anticiper les sujets d'actualité qui vont être dans l'air du temps au moment où on paraît, parfois inventer des sujets nous-mêmes que personne ne va nous piquer, mais je prends l'exemple du plan de relance. On a fait 2 sujets de suite sans avoir les textes officiels qui fixent les nouvelles règles. Donc il a fallu aller à la pêche aux informations. C'est une perte de temps, d'énergie, mais c'est aussi hyper intéressant d'essayer d'avoir les infos avant tout le monde, même si finalement on les publie après tout le monde. Donc c'est sur le moment hyper valorisant, et puis après, une fois que c'est imprimé, on voit le résultat, et si on a dit des bêtises, faut corriger. Donc on met les réserves quand on n'est pas sûr. Il y a des figures de style qui font que le fameux, à l'heure où nous bouclons, on ne sait pas si tel ou tel montant va se confirmer. Il faut louvoyer un petit peu et désolé pour nos lecteurs qui parfois ont le sentiment que leur journal du jour dit des bêtises parce que ce qui a été annoncé ailleurs est différent. C'est juste parce que nous, 10 jours avant, c'était l'information qu'on avait. C'est aussi une force d'AutoPlus que d'arriver comme ça d'un sujet d'actualité finalement que tout le monde va traiter assez basiquement, on va dire. Vous arrivez, vous, finalement, à en tirer une petite ficelle et arriver à faire un autre sujet que personne n'a d'autre n'a fait. Il y a 2 choses. Il y a soit les sujets qui sont nos sujets, les radars urbains en test sur la 15 pendant le confinement, personne ne nous les a pris. On a été nous-mêmes chercher cette information et faire nos photos. Et ensuite, on en parlera. Et ensuite, des sujets sur le plan de relance, alors que beaucoup de médias grand public survolent vraiment à très haute altitude la thématique en donnant les 3 gros chiffres qui sont balancés dans les communiqués de presse du gouvernement. Nous, on essaye d'aller dans le détail, de faire du rase-mode, de chercher la petite bête, de trouver le petit truc que les autres n'ont pas dit. La prime à la conversion, tout le monde dit c'est pour relancer le business chez les distributeurs et chez les pros. Nous, on va quand même rappeler que la prime à la conversion, ça marche aussi entre particuliers. Et que si vous achetez une voiture à un particulier, vous pouvez vous aussi bénéficier d'une prime à la conversion. Donc voilà, on a une lecture un peu plus fine, c'est notre force, et ça nous permet de quelque part
compenser notre retard à l'allumage? Alors justement, vous parlez de la prime à la conversion, mais on va parler plutôt de ce fameux plan de soutien à l'automobile qu'a présenté Emmanuel Macron. On a vu les ventes s'effondrer clairement pendant le confinement, que ce soit au mois de mars ou au mois d'avril. Là aujourd'hui, au mois de mai, bon, c'est pas encore terrible, mais moins 50 encore, moins 50, voilà. Mais bon, on va dire qu'on va retrouver. Est-ce que vous pensez sincèrement, François, vous qui avez ce regard très tourné vers l'actualité, que le plan va pouvoir réellement relancer l'activité économique automobile du pays et permettre de retrouver finalement des niveaux de vente comme on en avait avant le confinement? Tout de suite maintenant, des niveaux de vente comme avant le confinement, non, ça va être un peu plus long que ce qu'ils voudraient parce qu'il y a une espèce d'attentisme de certains clients qui ne savent pas trop. Alors il y a ceux qui ont morflé pendant la crise, qui se retrouvent au chômage, tous les projets sont à l'arrêt, plus de voitures d'occasion, plus rien, on garde la vieille voiture et puis on attend que ça passe. Il y a des personnes qui se disent, si on est reconfiné dans 15 jours, ça me sert à quoi d'acheter une voiture? Il y a ceux qui se disent, je vais jouer la montre, peut-être qu'à la rentrée ou en fin d'année, ça sera encore mieux, ils seront à la ramasse et c'est là qu'on fera des bonnes affaires. Donc voilà, ça crée un climat absolument pas de confiance. Donc, à grands coups de promo, à grands coups d'offres prenez la voiture maintenant, payez en 2021, avec ce plan de relance qui, stratégiquement et en termes de com, est plutôt bien foutu parce qu'ils ont bordé les primes à la conversion à un certain nombre, donc ils donnent un sentiment d'urgence aux clients en disant attention, il y en a 200 000. Hein. Si vous êtes le 201 millième, ce ne sera pas pour vous. Donc, les pros sont plutôt contents d'avoir ce côté bordé parce que si on avait dit jusqu'à la fin de l'année c'est open bar, les gens se seraient dit bon, je ne suis pas pressé, si j'en veux une, je peux attendre décembre, c'est en fin d'année qu'il y a les meilleures affaires. Donc ça, c'est intelligent, ces 200 000 parce qu'effectivement, et ça ne va pas durer très longtemps, on a fait le calcul en temps normal sur une année pleine, normale, 200 000 voitures, il faut un tout petit peu plus de 9 jours pour les vendre en France, neuves et d'occasion mélangées. En 9 jours et des brouettes, 200 000 voitures. Là, c'est un peu plus compliqué puisque pour la prime à la conversion, il y a la notion d'échange d'un vieux véhicule pour acheter un nouveau, donc ça ne sera pas aussi rapide que ces 9 jours et quelques, mais ça ne va vraiment pas traîner. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Si ça dure 15 jours, 3 semaines, 1 mois, difficile à dire. Le 201 millième, il va se passer quoi? Peut-être qu'à ce moment-là, le gouvernement va déplafonner, peut-être qu'ils vont dire bon, on en met un peu plus, peut-être que... Comme ils l'avaient fait finalement, ils l'ont déjà fait ce coup-là, de nous dire voilà, on va mettre ça pendant un temps, puis finalement on étend. Alors, aussi précisément, avec un chiffre aussi arrêté et avec une formule où on nous dit, passer les 200 000, on revient à la version d'avant le 1er juin 2020, qui est quand même bien pourrave à côté, c'est assez inédit. Mais bon, nécessité fait loi, il fallait un gros coup de pied dans la motivation des gens pour leur dire allez-y. Donc, on relance les primes à la conversion sur les véhicules thermiques, enfin, on les relance pas, mais on les booste. On réduit les conditions d'éligibilité, enfin on les réduit, on favorise les conditions d'éligibilité parce qu'il faut bien voir que 18 000 euros de revenu fiscal de référence par part pour un couple avec 2 enfants, ça veut dire avoir un revenu fiscal de référence de 54 000 euros, puisqu'on a 3 parts, ça représente grosso modo pour un couple 2 500 euros pour monsieur, 2 500 euros pour madame par mois de revenus, c'est pas rien. Donc quand ils disent que 3/4 des Français sont éligibles à l'aide dorénavant, ça ne doit pas être loin d'être la vérité. Je serais incapable de le vérifier. Mais oui, ça ouvre un petit peu le spectre des personnes éligibles et ça va donner envie à certaines personnes de franchir le pas. Pour d'autres, ça ne changera rien. Ce n'est pas un coup de pouce de 2 ou 3 000 euros qui va leur permettre d'acheter une voiture. Même si sur des tout petits prix, et sur ce point, Pierre-Louis vous en parlera mieux que moi, il y a demain des coûts vraiment énormes à faire. Avoir des voitures qui vont nous coûter 4 000 à 5 000 euros, toute prime déduite. Pour d'autres, ça sera peut-être le petit déclencheur qui va permettre d'écouler des stocks. C'est pour ça que les véhicules thermiques sont dans la boucle, puisque 95% des stocks des voitures chez les distributeurs sont des voitures thermiques. Les électriques et les hybrides, c'est le côté verdissement du parc. Il ne fallait pas que le gouvernement se dédise. Bah oui, il passe à côté. C'était un peu le fondement même à la base du gouvernement, c'était de favoriser les véhicules verts. Bruno Le Maire l'a répété, l'a rabâché à longueur de temps. La relance passera par un verdissement du parc. Sauf que la réalité rejoint un petit peu... Enfin, la réalité est tout autre, c'est qu'il y a quand même des stocks qui débordent et il faut pouvoir s'en débarrasser rapidement parce qu'une voiture immobilisée, c'est une voiture qui coûte de l'argent. Et pour les pros, il faut qu'il y ait la petite impulsion qui manquait pour faire venir les clients. Alors, on va voir. C'est tout neuf, là. On est le 3 juin, c'était avant-hier. Les premiers retours, on ne les a pas encore. Il y a eu une opération hier pour présenter la nouvelle vignette
qui va être Oui, accolé. Oui. Expliquez-nous un peu, parce qu'effectivement, les véhicules qui auront été aidés financièrement devront poser une vignette. C'est un peu Alors, genre. devront non, mais c'est un petit peu le badge des castors juniors. Je mets sur ma voiture la petite vignette sur ce véhicule est propre, il a bénéficié d'une aide de l'État. C'est vraiment un peu lénifiant. Alors, on ne sera pas obligé de le mettre, on ne va pas se prendre une prune parce qu'on n'a pas sa petite vignette. Mais voilà, ils voulaient marquer le coup. Alors, c'est marrant, ils disent que ce véhicule est propre, donc c'est hybride rechargeable, électrique, diesel, essence. Parfait. Tout le monde dans le même sac, tout le monde est propre, il faut vendre des caisses. Voilà, tout le monde a une idée en tête, c'est vendre des caisses, effectivement. Pour faire un peu plus le point, un peu plus le focus sur ces fameuses... on va commencer par le bonus déjà. Ouais. Un bonus pour les électriques qui est augmenté de 1 000 €, donc finalement jusqu'à 7 000 € pour les personnes qui peuvent en profiter. Les hybrides rechargeables qui sont désormais intégrés à ce projet. Pierre-Louis, excusez-moi. Bien joué. On a parlé de Pierre-Louis Champeau, pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. Une question par rapport aux hybrides rechargeables. Pourquoi on les remet d'un seul coup dans la boucle alors qu'on les a sortis et finalement, est-ce que ça va être éphémère ou est-ce qu'ils vont en profiter plus longuement? Alors, 2018, c'était la dernière année où les hybrides rechargeables étaient aidés. À l'époque, le discours du gouvernement, c'était grosso modo, la technologie est arrivée à maturité, elle n'a plus besoin d'être aidée, les clients sont satisfaits, ceux qui en veulent vont en acheter, on a fait notre job, on s'arrête là. Le truc, c'est qu'à l'époque, les Français, ils n'en faisaient pas les hybrides rechargeables. Et que donc, c'est un peu dommage de subventionner des Volkswagen Golf GTE, Passat GTE et autres hybrides rechargeables de chez Mitsubishi, alors que les Français n'en faisaient pas. On ne peut pas faire de protectionnisme en donnant des aides que aux Français, mais c'est un peu dommage d'en donner qu'aux étrangers. 2 ans se sont passés, les Français se sont dit, contrairement à ce que disait Ghosn à l'époque, qui disait l'hybride, j'y crois pas, moi c'est tout électrique, les Français se sont dit finalement c'est pas mal l'hybride rechargeable, c'est le meilleur des deux mondes, les autonomies en tout électrique sont bonnes, les moteurs essence permettent d'aller où on veut, c'est la vraie voiture 2 en 1, ça sert aussi les objectifs de CO2 fixés par l'Europe en 2020, parce que les grammages officiels en WLTP avec les nouvelles normes d'homologation sont très bas, c'est moins de 50 grammes, c'est souvent 20-30 grammes de CO2, donc ça va permettre de baisser les émissions moyennes des constructeurs et puis peut-être de ne pas se prendre des grosses prunes de l'Europe. Donc les Français se sont réveillés un beau jour en se disant bon, peut-être faire de l'hybride rechargeable, il serait temps. Et là, comme par magie, sous les coups de boutoir des lobbies, le gouvernement s'est dit on va peut-être subventionner l'hybride rechargeable parce que c'est pas si mal que ça en fait. Donc on est reparti pour 2 000 €. Alors 2 000 €, le signal est à la fois fort, c'est pas mal, mais c'est quand même des modèles qui coûtent entre 35 et plus de 50 000 €, sachant qu'au-delà de 50 000 €, il n'y a plus d'aide. Donc en gros, ça va bénéficier aux petits modèles hybrides rechargeables. Il n'y en a pas 36 000 pour l'instant. Le prochain qui va faire causer, c'est le Capture E-Tech, mais il y a aussi le Kuga, qui est plutôt pas mal. Mais 3008 hybride 4, par exemple, sera éligible à l'une des aides, mais pas à l'autre. Alors je ne sais plus, je crois que le bonus, c'est plafond 50 000 €, mais la prime à la conversion, c'est 60 000. Ce n'est pas les mêmes montants. Non, et alors, pour le bonus, pour avoir travaillé sur le sujet, j'en profite, mais vous me corrigez si ce n'est pas le cas, François. J'ai compris qu'on pouvait profiter du bonus même si le prix du véhicule était supérieur aux 50 000 €, puisqu'en fait, c'est le prix d'achat, donc ça comprend les éventuelles remises constructeurs. Donc un véhicule à 51 000 € n'est pas exclu du dispositif, il a le droit de profiter de son aide. La règle, c'est compliqué. La règle, elle a toujours été difficile à comprendre, mais le texte, il est clair, c'est que, c'est pareil pour le bonus électrique qui est limité à 27% du coût d'acquisition. On ne parle pas de prix catalogue, on parle du coût d'acquisition, éventuellement augmenté du coût des batteries quand elles sont en location, notamment chez Renault. Donc, le 3008 hybride 4 qui est à 53 ou 54 000 €, si effectivement on bénéficie d'une remise du constructeur et qu'on passe sous la barre facturée des 50 000, on récupère le bonus. On est bon. Sachant que tout ça, c'est une tambouille de constructeur, c'est-à-dire que le concessionnaire, dans l'immense majorité des cas, vous avance la prime, que ce soit le bonus ou la prime à la conversion, et ensuite, a posteriori, fait sa demande de remboursement à l'État pour récupérer son dû. Pour le client, c'est assez transparent. Le concessionnaire peut même vous donner le bonus de 2000, même si quelque part derrière, il ne l'a pas. Ça peut être une remise déguisée aussi. Et il peut être aussi moins enclin à faire des remises sur des modèles qui, avant le 1er juin, étaient nécessairement remisés, qui aujourd'hui sont aidés, où il va dire, je vais moins me mouiller avec les remises, ça va être une aide qui va permettre de décider le client, et moi, je ne renoue pas ma marge.
tout ça, c'est un peu comme les crédits, les crédits d'énergie, moins 30%, les crédits d'impôt sur les rénovations des maisons, où tous les prix ont explosé depuis que la rénovation énergétique est subventionnée. Finalement, ça ne profite pas toujours aux clients, mais ça peut aussi profiter en partie aux pros, qui fait moins de concessions de son propre côté parce qu'il sait qu'il y a une aide de l'État qui va compenser. Bref, tout ça est très compliqué et à la fois très simple, sachant que sur la prime à la conversion notamment, ils voulaient nous faire un dispositif relativement simple. On relit le décret, c'est pas si simple que ça, c'est jamais simple les primes à la conversion. Aller expliquer aux clients le RFR, l'avis d'imposition, le ceci, le patin couffin, c'est pas si simple. Mais c'est quand même moins compliqué qu'avant. Avant, il y avait 3 niveaux d'éligibilité. Maintenant, il n'y en a plus que 2, 18 000 euros de revenu fiscal de référence au-dessus, au-dessous. Ça simplifie un peu les choses. C'est censé être jusqu'à la fin de l'année. Il n'y en aura pas jusque-là, alors que le bonus, lui, n'est pas limité en temps. Le bonus à 7 000 et à 5 000 pour les pros et à 2 000 pour les hybrides rechargeables, c'est jusqu'au 31 décembre, sans limite d'utilisation. Donc là, c'est open bar. Il n'y a que la prime à la conversion qui est limitée à 200 000 dossiers, et peut-être plus, s'il se rend compte qu'il en faut plus. Une dernière petite question par rapport justement à cette prime sur les hybrides rechargeables. On est d'accord que dans l'un des critères d'attribution, c'est d'avoir une autonomie d'au minimum 50 km. Oui. Quand on va sur les sites des constructeurs, clairement, il y a des fourchettes d'autonomie. Donc, sur quoi se basent finalement les constructeurs? Puisque, encore une fois, pour avoir fait un papier là-dessus, j'ai Mitsubishi, pour ne pas les citer, qui m'a appelé hier en me disant « Mais notre Outlander PHEV est éligible parce qu'en cycle urbain, ils ont la possibilité, enfin, il est homologué pour parcourir plus de 50 km. C'est très compliqué, c'est très nébuleux tout ça finalement. Alors, quand on voit les textes qui sont cités sur les autonomies théoriques, qui sont des autonomies d'homologation, hein, pas des autonomies réelles que le labo Autoplus mesure chaque jour, et qui sont bien souvent un petit peu en dessous, comme pour les consos de carburant, de la réalité. Ces autonomies théoriques sont mesurées selon le cycle WLTP, qui est en vigueur depuis mars, qui donne parfois des fourchettes. Alors, je suppose que c'est également en fonction peut-être des niveaux d'équipement des véhicules. Tout à fait. Donc, ces niveaux d'équipement donnent une fourchette, puisque, il faut le rappeler, le WLTP aujourd'hui n'est pas une valeur unique, mais une valeur minimum et maximum dans laquelle on incrémente des options qui font grimper gramme par gramme à la fois les rejets de CO2, parfois le malus. Donc, c'est une usine à gaz sans nom, ce WLTP, effectivement, qui a d'ailleurs donné naissance au certificat de conformité électronique, qui calcule à la carte les rejets de CO2 des véhicules en fonction des jantes, des toits ouvrants, de tout ce qui peut avoir un impact sur la consommation et sur le poids du véhicule. Donc oui, c'est pas simple, mais c'est plutôt bien foutu, je pense. Et ces 50 km, ils n'ont pas été choisis au hasard. Ils englobent la grosse majorité des véhicules qui, en termes de prix, sont dans les clous pour être éligibles. Sachant que pour la prime à la conversion, il y a également une aide pour les véhicules hybrides rechargeables entre 21 et 50 grammes sans condition d'autonomie. Donc on peut avoir une aide côté prime à la conversion, donc mise à la case d'une vieille voiture pour l'achat d'une hybride rechargeable, sans cette condition d'autonomie, mais là c'est moins. Alors c'est plus 3 000, c'est 1 500 je crois. Exact. Voilà, alors il y a un truc qu'il faut bien savoir, c'est que c'est super compliqué, mais pour une fois ils n'ont pas trop mal fait les choses. Le site de la prime à la conversion, qui, nous sommes le 3 juin, n'est pas à jour, ça c'est une habitude, mais va l'être à mon avis un de ces quatre, a une section sur des fichiers PDF, avec le barème. Le barème, donc il faut qu'ils le mettent à jour. Pour l'instant, c'est encore l'ancien, celui qui est en vigueur depuis le mois d'août 2019. Ils devraient mettre celui qui est en vigueur depuis le mois de juin 2020 prochainement. C'est la Bible. Ça dit plutôt bien les choses et c'est plutôt relativement clair. Ils ont une foire aux questions qui répond à peu près à toutes les interrogations. Et pour moi, voilà, je renvoie toujours vers ce site quand il est à jour parce que ça me permet de ne pas avoir à tout évoquer et ça répond à de nombreuses questions pratiques. Bah donc, voilà. Messieurs, dames, direction la prime à la conversion. Il y a Omar sur le fil Facebook, cher François, qui nous pose une question. Il dit, pour une personne qui veut acheter un diesel d'occasion, quelles sont les aides ? Alors, pour un diesel d'occasion, c'est très restrictif parce que ne sont aidés, en termes de prime à la conversion, que les véhicules critères 2, donc diesel, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er septembre 2019. Donc, concrètement, ne sont éligibles à la prime à la conversion que les diesels qui ont 9 mois, grosso modo, 9-10 mois. C'est ça. Donc c'est quoi ? C'est des véhicules de démonstration, des véhicules collaborateurs, des véhicules d'essai, des véhicules de direction, rarement des véhicules achetés neufs par monsieur tout le monde qui le revend au bout de 6 mois. Donc oui, l'offre
l'offre est restreinte, mais l'offre existe. Ce sont des véhicules aux dernières normes. C'était aussi un moyen pour le gouvernement de ne pas se dédire sur son verdissement de la prime. Il fallait absolument que les diesels qui allaient être aidés soient les tout derniers en date, aux normes Euro 6, des TEMP, je ne sais plus, je m'y perds aussi dans les normes Euro. Mais voilà, c'est les versions avec des SCR, des filtres à particules, un traitement des NOx meilleur que ça a pu être par le passé. Et donc voilà, le diesel, c'est pas le gros des troupes. Les essences, en revanche, toutes les vignettes critères 1 sont éligibles, donc ce sont des essences, des GPL également, immatriculées depuis 2011. Donc là, ça ouvre un peu le champ des possibles. Avec une double contrainte, si le véhicule est homologué en norme WLTP, son grammage, donc inscrit sur la carte grise, doit être de 137 grammes maximum. S'il est en NEDC, donc l'ancienne norme d'homologation, c'est 109 grammes. Ils ont réduit de 7 grammes cette éligibilité. Avant, c'était 144 et 116 grammes. En catimini, et pour info, cet arbitrage sur le 144 grammes qui est passé à 137, il a manifestement eu lieu vendredi dernier. Oui, donc 3 jours, même pas, 2 jours avant la publication du décret qui est sorti dimanche, ils étaient en train encore de faire des tractations pour régler le curseur, pour donner un petit côté un peu plus vert aux véhicules qui allaient être éligibles, réduire peut-être le nombre de véhicules éligibles, jusqu'à la dernière minute ce sujet, et c'est là, on en parlait en préambule, que moi j'étais bien dans la mouise, c'est que jusqu'à vendredi dernier, date du bouclage du numéro qui sort vendredi prochain, donc le 5, et j'étais encore en train d'aller à la pêche aux infos, et l'info sur le 137 grammes au lieu de 144 grammes, je l'ai eu un quart d'heure avant d'envoyer la dernière page chez l'imprimeur, sinon je disais encore une bêtise. Donc bref, jusqu'à la dernière seconde, les arbitrages ont eu lieu, c'est pas de la flûte. On se dit, non, quand même, ils peuvent pas être à ce point-là, au coin d'une table, sur la nappe, à déchirer des trucs, pour dire, on met quoi comme grammage? T'as fait quoi? T'as fait un 6? Ok, t'as fait un 6, on met 136. Non, c'est jusqu'au dernier moment, avec tous les intervenants qui doivent, à mon avis, le biser à mort, les constructeurs, les distributeurs, les écolos, le ministère de l'écologie, le ministère de l'économie qui se tire un peu dans les pattes. Il y en a un qui veut relancer l'économie, il y en a un autre qui veut relancer l'écologie. Donc ils font de l'économie ou de l'éconologie, j'en sais rien. Mais voilà, il faut trouver un compromis. Et les compromis, c'est jusqu'à la dernière minute. Après ces tops-là, on fait un décret qui paraît le dimanche, absolument incompréhensible quand on ne sait pas comment ça marche. Et hier, petite présentation dans une concession du 15e de cette petite vignette qu'on a vue tout à l'heure, qui montre qu'on est un gentil Castor Junior avec une voiture super propre. Il y a Bernard sur le fil Facebook qui nous dit François, est-ce qu'avec une reprise, une prime à la conversion, est-ce qu'on peut avoir une remise commerciale? L'un n'empêche pas l'autre, si? La question, c'est pas de savoir si on peut l'avoir, c'est de savoir si on aurait eu la même s'il n'y avait pas eu la prime à la conversion. Et là, malheureusement, j'ai pas la réponse parce que la négociation, c'est quand les deux ont le sentiment de faire une bonne affaire. Bon, le vendeur se met pas à poil et l'acheteur n'a pas le sentiment de se faire renfler. Mais c'est vrai qu'avec cette aide en plus, on ne sait pas ce qu'on aurait eu si... ça va aider les vendeurs à vendre des caisses. S'ils n'avaient pas eu ce coup de pouce, ils auraient un peu plus ramé, donc ils auraient été un peu plus généreux. C'est mécanique. Maintenant, avoir les deux, oui, bien sûr, on peut. Ensuite, il y a des bons négociateurs, il y a des vendeurs qui sont plus ou moins ouverts à la négo, rien n'est écrit dans ce domaine-là. C'est de l'humain, quoi. C'est une relation d'homme à homme ou d'homme à femme où on essaye de gratter, il y a un point de non-retour où le mec va dire non, on revient un peu en arrière. C'est un métier de négocier. Des fois, on dit de manière un petit peu arbitraire, et peut-être que c'est parfois un peu trop cash, vous pouvez obtenir 30% sur cette voiture. Et on a parfois des lecteurs qui viennent et qui nous disent, chez moi, c'est 20%. Et j'ai jamais rien négocié de ma vie, donc je ne sais pas comment ça marche. Donc oui, c'est pas toujours si évident. Mais en attendant, en ce moment, ça reste quand même le client qui a les cartes en main pour relancer l'activité. Donc si on a de l'argent, à mettre pour louer ou acheter une voiture, et qu'on a en face de soi quelqu'un qui a son parking qui déborde de voitures, on est en position de force. Il ne faut pas non plus le prendre pour un âne en disant « moi je la veux à moins 50, sinon je vais voir ailleurs ». Va voir ailleurs. Nous dit on est encore les vaches à lait. Il répond. On est encore les vaches à lait. Le but, c'est aussi d'avoir un véhicule qui nous plaise, à un prix qu'on peut mettre dans cette voiture-là, pour se déplacer, partir en vacances. Oui, on est des vaches à lait, oui. Le poste de l'automobile est le deuxième poste de dépense des Français. On est taxé de partout, on en reparlera peut-être un peu après. On est une vache à lait, mais on fait aussi, la voiture est nécessaire, on s'en est bien rendu compte pendant le confinement. Les garages font partie des
des commerces qui ont été les rares à rester ouverts, du moins à être autorisés à l'être. Les personnels soignants ont besoin de leur voiture pour se déplacer, les interventions, les pompes ferroviaires, la voiture, on ne peut pas s'en passer. On a beau nous foutre des pistes cyclables partout, demain le SAMU ne sera pas en vélo dans les pistes cyclables pour aller sauver les gens. On y reviendra un petit peu plus tard sur les pistes cyclables. On y reviendra. Une question par rapport donc à ces fameux bonus toujours, mais cette fois consacrés aux électriques. On peut avoir jusqu'à 14 000 € de prime en cumulant tout ce qu'on peut cumuler, etc. Est-ce que vous pensez, cher François, que ça va permettre de dynamiser les ventes d'électriques, en tout cas donner envie aux gens d'acheter l'électrique? Ici, il y a encore clairement un frein avec cette motorisation en France. Alors, pour avoir 14 000 €, il faut effectivement cumuler un petit peu les aides. Il faut à la fois 7 000 € de bonus, 5 000 € de prime à la conversion et 2 000 € de bonification si on est dans une zone à faible émission. Il y en a 19 en France. Je ne vais pas toutes les citer, elles sont sur le ministère de la Transition écologique. Ça représente quand même du monde. Maintenant, monsieur ou madame qui fait partie donc, de ces revenus fiscaux de référence en dessous de 18 000 €, qui a une vieille voiture à Béné, est-ce qu'il va passer à l'électrique et est-ce qu'il va avoir les moyens de se servir est-ce qu'il va pouvoir se servir de cette voiture pour tout faire, à la fois ses trajets quotidiens mais aussi les vacances? C'est pas sûr. J'ai un peu peur que finalement il y ait quand même des moyens pour des gens qui n'ont pas nécessairement besoin de ces aides d'en profiter quand même. Il y a des astuces, il y a des moyens, ça peut être contourné tout ça, ça peut être optimisé par des gens qui finalement, alors ok, maintenant il y a le plafond du prix, en dessous de 45 000 € c'est plein pot, entre 45 et 60 c'est moins, au-delà de 60 il n'y a plus d'aide sur les électriques. Mais 14 000 € sur une hybride rechargeable, j'aurais dit ouais banco. Alors là il y a plein de gens qui pourraient se dire 14 000 € c'est la voiture 2 en 1, c'est bon, c'est ce qu'il me faut. Sur une électrique, sachant qu'il y a encore cette notion qui rentre en ligne de compte, c'est que sur des électriques pas très chers, enfin les moins chers des électriques, on n'aura pas les 7 000, on aura un peu moins, puisque c'est 27% du coût d'acquisition qui est versé, donc on n'aura pas les 7 000, on aura plutôt 6 000, voire un peu moins. Les 5 000, j'ai envie de dire que ça ne va pas être la recette magique pour que tout le monde roule en électrique. Ça va créer des effets d'aubaine, de personnes qui n'ont peut-être pas nécessairement besoin d'une électrique, qui n'avaient peut-être pas pensé, mais qui vont y aller. Ça va faire le jeu des objectifs de CO2 des constructeurs. Ça va faire le jeu de véhicules qui sont parfois assemblés en France, mais pas toujours. Ça va faire le jeu, effectivement, d'un verdissement, si tant est que la voiture électrique soit aussi écolo qu'on nous le vend, parce que je ne voudrais pas voir le bilan carbone des mines dont on extrait tous les métaux rares qui sont nécessaires pour faire des batteries, et la production de ces batteries en Chine, parce que la pollution, c'est mondial jusqu'à preuve du contraire. Donc, oui, ça va créer des aubaines, ça va créer mais ça ne va pas rendre l'autonomie des électriques plus élevée que ce qu'elle est. Elle aura toujours ses limitations, elle aura toujours ses contraintes. Il faut pouvoir la recharger chez soi ou au travail. Chez soi, si on est en appartement, ok, la loi est avec vous pour avoir un droit à la prise, mais ce n'est pas si simple. En vacances, il va pouvoir falloir on part en vacances, il faut aller dans le sud. On l'a vu il n'y a pas longtemps, les bornes EDF sur autoroute 150 qui ont fermé. Ce maillage des bornes de recharge rapide c'est réduit alors qu'il devrait augmenter. Donc là, il y a à nouveau un plan borne de recharge qui se relance. Mais le nerf de la guerre de l'électrique, c'est finalement, au regard de ces aides, moins son prix que ses contraintes. Et ces contraintes imposent souvent d'avoir un autre véhicule pour pouvoir faire le job quand l'électrique avoue ses limites. Et ça, c'est une typologie de client qui a les moyens d'avoir 2 voitures. Et ces clients-là, peut-être que... Et c'est pas tout le monde. Et peut-être que sans ces aides, ils les auraient quand même peut-être au bout d'un moment achetés. On en a parlé assez souvent, alors assez souvent parce que c'est assez récent aussi, ça s'est fait pendant le confinement, c'est le rétrofit, donc cette possibilité de convertir un véhicule thermique à l'électrique. Et cette conversion peut bénéficier de la prime à la conversion de 5 000 €. Est-ce que vous pensez, cher François, que c'est bien? Et finalement, est-ce que c'est pas un peu light parce que ça fait aussi partie des 200 000 premières primes qui seront accordées? Donc finalement, c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau? Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai créé une boulette dans le prochain numéro, j'ai mis 3 000 € au lieu de 5 000, donc déjà, ça c'est fait, mais à culpa. La deuxième chose, c'est que le rétrofit... C'est peut-être moi qui dis une bêtise, c'est peut-être... Non, c'est 5 000. Non, c'est peut-être 5 000. Non, c'est moi qui fais une boulette, quoi. Non, c'est pas grave. Pas grave. C'est le rétrofit, c'est pas peut-être le sujet le plus important, parce qu'effectivement, ça va concerner peu de monde. Depuis le mois de mars, il y a un décret qui entérine le fait que les spécialistes du rétrofit n'ont plus besoin de l'autorisation d'un constructeur pour modifier en petite série des modèles et les électrifier. Avant, c'était que des homologations à titre isolé, ça coûtait très cher. Le rétrofit n'était pas interdit avant, il était beaucoup plus complexe.
Là, le cadre légal existe. Donc maintenant, il y a une feuille de route, il y a des critères à respecter, il y a un cahier des charges pour les sociétés qui sont rassemblées au sein d'une association qui s'appelle R, qui vont pouvoir partir de cette feuille blanche pour faire des homologations. Ça va prendre du temps, il va falloir travailler, il va falloir sécuriser les modèles, il va falloir... Il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot pour que le rétrofit devienne à moyenne, enfin pas à grande échelle, parce que ça sera jamais à grande échelle, mais qu'au moins il y a un vrai business semi-grand public, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt des 911, des Mini et des Ferrari qu'on met à l'électrique pour le fun. Il y a des Twingo aussi, hein, on l'a vu. Et il y a des Twingo. Alors la Twingo qu'on a vue, c'était un prototype, il y avait encore beaucoup de boulot à faire dessus. Ça envoyait un signal qui est pas bête, parce qu'une prime à la conversion sur une voiture complète, qui a une structure, des trains roulants impec, mais juste en moteur diesel, c'est débile de la foutre à la benne. Donc une prime à la conversion uniquement sur la partie moteur, ça fait sens. Il faut juste que le coût soit abordable. Donc ces 5 000 € couvriraient, je pense, peut-être la moitié du coût de la conversion. J'en sais rien, grosso modo, sauf que ces homologations ne vont pas arriver avant l'année prochaine, à mon avis, et que d'ici là, le plan de relance, il sera fini, il y en aura un nouveau en 2021, et je ne sais pas à quelle sauce sera mangé le rétrofit. L'avantage que ça a, en revanche, c'est que ça met un coup de projecteur sur le rétrofit. Ça lui donne une espèce de légitimité parce que les pouvoirs publics s'y intéressent. Donc pour la filière naissante du rétrofit, c'est un bon signal, mais c'est pas ça qui va mettre l'activité au taquet et faire que tout le monde va transformer sa Twingo en électrique. Et c'est un bon signal. Je réagis à Bernard qui dit et pour les voitures à hydrogène, une aide. On est d'accord que ce sont des voitures électriques et donc au titre de voitures électriques bénéficient les hydrogènes des aides, aussi. Ouais. Voilà. C'est une question en fait pas tant de motorisation, c'est une question de CO2. Si elles sont en dessous de 20 grammes, si elles sont en dessous de 20 grammes, elles rentrent dedans. L'hydrogène, c'est de la vapeur d'eau, c'est en dessous de 20 grammes, c'est éligible. Merci pour la précision, cher François. Oh. Quand même. On continue parce que ça aussi, ça a été extrêmement compliqué à comprendre et ça a été vraiment, le dénouement est arrivé assez tardivement. C'est à propos du contrôle technique, cher François. Voilà, parce qu'il y a eu un délai autorisé pour chacun d'entre nous pour pouvoir passer cet examen hors période confinement. Est-ce que, cher François, vous pouvez nous refaire un petit topo de ce qui s'est passé finalement et puis nous dire concrètement quel est le délai maxi pour passer son contrôle technique? Alors, sur 3 numéros, j'ai fait 3 annonces différentes sur 3 délais. J'étais bien content. Il y a eu la première annonce qui a été 2 mois plus 1 mois à compter du 12 mars de délai. Alors, c'est des tolérances, des délais, des ceci, des cela, la contre-visite, on ne savait pas trop. Bon, ça a tenu jusqu'à la publication d'un autre décret lorsque l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au mois de juillet, je crois, où ils ont affirmé que c'était devenu le 29 juin. Bon. Sauf que la lecture de ce décret n'était pas la bonne de la part des pouvoirs publics, et ils se sont fait un peu voler dans les plumes par la profession qui a dit « Nous, d'ici au 29 juin, on a 3 millions de voitures à passer, on n'y arrivera jamais. Donc, il va y avoir des gens qui demanderont des rendez-vous, ils ne les auront pas à temps, ils vont être dans l'illégalité. » Et on leur aura dit qu'au 29 juin, c'est 135 € d'amende s'ils sont contrôlés. Relecture de ce décret qui dit que, en fait, finalement, non désolé, les contrôles techniques passés entre le 12 mars et le 23 juin, chaque date d'échéance doit être augmentée, pour faire simple, de 104 jours pour obtenir la date de tolérance maximum où on deviendra dans l'illégalité. C'est tellement compliqué que le CNPA a fait un tableau PDF avec chaque jour et chaque date de tolérance. Et les centres de contrôle technique, alors les Autovision, Autosécurité, Sécuritest entre autres, je suis allé sur leur site, ils ont fait un outil bien pratique où on rentre la date d'échéance, enfin de fin de validité de son contrôle technique, et il vous sort la date de tolérance maximum. C'est encore le plus simple aujourd'hui pour y comprendre quelque chose, parce que si vous essayez de l'expliquer en termes de calcul, faites-le à la pogne, c'est une usine à gaz. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Là, ça ne devrait plus bouger. Sachant que c'est un tout petit peu différent pour la contre-visite. 2 mois de tolérance, mais là, c'est uniquement entre le 12 mars, je crois, et le c'était pas pour vous piéger, je peux aller regarder. Ouais, non, mais
La contre-visite, c'est un autre sujet, parce que la contre-visite, on doit la faire dans les 2 mois quand on n'a pas pu la faire. Parce que c'est vraiment un problème de sécurité, là, pour le coup, qui peut être dangereux. Et pour autant, il y a une nouvelle tolérance sur la contre-visite. Mais voilà. Mais ce que ne veut pas la profession côté contrôle technique et ce que ne veulent pas les pouvoirs publics, c'est qu'en lançant la notion de 104 jours de délai, il y a des voitures qui, cet été, seront potentiellement en mauvais état et qui pourront passer tout l'été avec un contrôle technique périmé en toute légalité et ne passer leur contrôle technique qu'en septembre ou en octobre. Alors, parfois, il n'y a pas de risque, parfois, il peut y en avoir un. C'est dommage de faire circuler des voitures qui ne sont pas passées à l'épreuve et qui ont un vrai souci structurel, des pneus à l'agonie, un train roulant qui va se détacher, juste parce qu'on se dit, ouais, j'ai une tolérance, je ferai ça à la rentrée. Bon, voilà, et en termes de sécurité, c'est pas top. Donc, la bonne option, c'est quand même de le faire quand on a un rendez-vous et pas nécessairement de jouer la montre jusqu'à l'ultime limite, parce qu'à l'ultime limite, il y aura encore des personnes qui auront pensé la même chose, des délais pour prendre les rendez-vous. Et donc voilà, autant le faire, ouais, c'est bon, c'est fait, c'est plié, c'est valable 2 ans, on passe à autre chose. Et qu'on le rappelle, la date de validité du contrôle technique, une fois qu'elle est arrivée à échéance, vous êtes hors la loi tout de suite. Il n'y a pas de délai d'1 mois comme l'assurance ou quoi que ce soit. Là, en l'occurrence, si, tout ce qui est entre le 12 mars et là, oui, mais en temps normal, oui, dès le lendemain, c'est 135 € d'amende, ouais. Donc on anticipe, voilà, on commence déjà à regarder, voilà. Et puis on part plus serein, on se dit que la voiture est propre quelque part. Bon, c'est un check-up qui coûte un peu cher, on est bien d'accord, mais on est obligé de le faire. Que voulez-vous, il faut, voilà, c'est un passage obligé. Autant le faire à temps et puis on en est débarrassé et on n'aura pas à faire ça à la rentrée, on aura d'autres chats à fouetter. On est en direct sur le Facebook de Toplus et il y a Vincent qui pose une question. Il n'y a aucune aide aujourd'hui qui est accordée au GPL ? Alors le GPL, au même titre que les critères 1, le GPL, c'est du critère 1. Tous les GPL ont le droit à une vignette critère 1. Donc si les GPL sont éligibles à la prime à la conversion, mais en revanche, il n'y a pas d'aide sur les GPL neufs, comme c'était le cas à l'époque, 2 000 € de bonus à l'époque pour le GPL. Le jour où ils ont arrêté, ça a tué le marché. Sur les voitures neuves, tous les constructeurs ont arrêté. Là, il y a Dacia qui s'y est un petit peu remis. Le GPL, c'est une véritable alternative, au même titre que le 85 et les véhicules flex-fuel. Il n'y a pas que l'électrique, effectivement. Il n'y a pas que les hybrides rechargeables. Il y a le GPL, il y a le 85. Le 85, si je ne dis pas de bêtises, il a le droit à un abattement sur ses émissions de CO2 quand il est neuf pour s'éviter un malus. C'est encore c'est encore une strat. Ouais, c'est encore une strat. Mais le 85, il y a quelques aides côté malus. En revanche, il n'y a rien de particulier côté bonus, alors que c'est un carburant qui est de plus en plus distribué. Il y a peut-être 1700 stations aujourd'hui qui font de l'E85 en France, entre 1600 et 1700 stations, et c'est un carburant qui coûte vraiment pas cher. Alors, l'avantage est un peu moins élevé maintenant que le gazole a vu son prix baisser. Sans transition, c'est peut-être le sujet d'après, j'en sais rien. Exactement. Mais on est tombé sur le gazole au plus fort de la crise. J'ai vu des 1,03, 1,04, 1,05 € à droite à gauche. Donc on était vraiment à l'euro, le fameux euro symbolique du gazole, qu'on n'a pas atteint parce qu'entre la dernière fois où on a eu du gazole à 1 € et maintenant les taxes qui, elles, n'ont pas baissé pendant le confinement, ont bien augmenté. Mais là, on a eu un creux, 1,10 € en moyenne ou 12 en moyenne nationale pour le gazole. On était à 1,20 € et des brouettes pour le sans-plomb. Là, ça remonte doucement. L'avantage prix de l'E85 est un peu moins évident qu'avant, mais il est encore fort. Et se pose la question de la remontée des prix des carburants cet été, savoir si ça va encore réexploser comme on peut le craindre, ou si ça va remonter tout doucement. Alors, moi j'ai envie de dire oui, ça va remonter toutes les semaines. Ah mince. Ah ouais. Ah bah non. Ah bah si. On était sur les bonnes nouvelles. Alors, c'est pas une mauvaise nouvelle parce qu'on commence quand même l'été, le pré-été, on y est dans 15 jours à l'été, 15 jours, 3 semaines, on commence bien plus bas que l'an dernier. Il y a quand même aujourd'hui 30 à 35 centimes de moins par litre de carburant que l'an dernier, à date. Donc ça va remonter doucement, mais on aura quand même un été à la pompe qui sera moins coûteux que l'an dernier. Ce ne sera pas le 1,05 €, 1,10 € sur le gazole. On va tout doucement se rapprocher des 1,20 €, 1,25 €, mais on était plus à 1,40 €, 1,45 € l'an dernier. Donc dans notre malheur, oui, ça remonte parce qu'il y a une reprise économique. Le baril de pétrole vient de repasser, pour celui qui nous concerne, le Brent, aux alentours de 40 $. Il était à 20 $ au plus fort de la crise. Quand ça a baissé côté baril, les prix ont baissé. Maintenant que le baril remonte, les prix remontent. Et puis on va le rappeler encore une fois, parce que c'est toujours bon de le rappeler, même si ça ne fait pas plaisir, les prix sont libres en France. Les pétroliers répercutent à la hausse et à la baisse, mais ils règlent leur curseur comme ils veulent et absolument rien ne les en empêche. Donc il y a le côté, il ne joue pas le jeu, c'est pas bien, c'est des méchants.
mais c'est un peu le jeu du marché libre, et c'est leur droit d'être plus ou moins généreux. Et d'une enseigne à une autre, comme on le montre toutes les semaines dans le journal, il y a quand même des différences de prix qui sont assez pharaoniques entre certaines enseignes. Donc, charge pour nos lecteurs et pour ceux qui nous écoutent là d'aller dans les stations les moins chères. Il y a des belles économies à faire quand même. On le rappelle, François, la part des taxes de l'État dans notre litre de carburant, est-ce que c'est... Alors, c'est 60%, 65%. Le pétrole représente moins de 30% du coût d'un litre de carburant. Le reste, c'est les marges de raffinage, le transport, la marge de la distribution et effectivement les taxes. Un peu moins sur le gazole, même s'il y a des rattrapages depuis plusieurs années qui font que l'avantage prix du gazole s'est vachement réduit par rapport à ce qu'il était. Mais on est, oui, à 60-65% de taxes. Et la trajectoire carbone qui a été gelée sous l'ère des Gilets jaunes l'an dernier, enfin il y a 2 ans même, pour l'instant, elle n'est pas relancée. On ne sait pas si en 2021, elle va reprendre. Mais si aujourd'hui, cette trajectoire carbone avait été maintenue, s'il n'y avait pas eu ces problèmes de rond-point et autres, le gazole coûterait, je crois, 12 centimes de plus en taxes que ce qu'il coûte. 3 fois rien. Donc, dans notre malheur, il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors, la crise du coronavirus, on ne va pas dire que c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'a pas pu rouler avec des carburants pas chers. Et puis, dans l'absolu, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais ça a permis de faire plonger les prix à la pompe. Et les gilets jaunes avant ont permis de limiter la hausse des taxes. Donc, on est avec un prix du gazole aujourd'hui qui est bien moins élevé que ce qu'il pourrait être en d'autres circonstances. Avec les gilets jaunes, maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais ça va peut-être repartir. Et puis, une trajectoire carbone qui peut repartir en 2021. On ne connaîtra pas les orientations budgétaires avant la rentrée. Et il est possible que, vu ce que ça va coûter aux finances publiques de porter la filière, et puis même tous les domaines de la vie française qui sont, le déficit de la France va exploser, il va falloir trouver des relais, pas de hausse d'impôts directe, mais des hausses d'impôts indirectes. Je pense qu'on va en avoir, de même que le malus l'année prochaine, qui, dans l'esprit du dispositif du bonus-malus prime à la conversion, est censé financer les aides. Il y a des chances qu'en 2021, même s'il est déjà très élevé, à plus de 20 000 euros maximum, il augmente encore. Je ne sais pas, je ne peux pas me faire l'avocat du diable, mais les discussions budgétaires à la rentrée, qui vont à la fois parler d'un deuxième plan de relance pour l'automobile en 2021, mais aussi des taxes sur les voitures, vont évoquer, je pense, un malus à la hausse. Bon, entre ça et les émissions de CO2, c'est la fin des sportives. Je fais une petite parenthèse, mais bon, en tout cas, elles sont plus en odeur de sainteté. Non, elles sont plus en odeur de sainteté, c'est sûr, mais il y aura toujours des sportives. Elles vont pas mourir. Il y aura toujours quelques ultras qui n'ont aucun problème à payer des malus de 20 000 euros. Je crois que Ferrari s'est jamais aussi bien porté, il me semble. Alors, peut-être pas que en France. La France n'est pas le monde, mais il y a quand même des marques qui, malgré le contexte, continuent encore à faire rêver et à vendre. On va aborder un autre sujet cette fois, cher François. On l'a évoqué en préambule tout à l'heure. Trop tôt, peut-être. Oh non, il n'est jamais trop tôt pour en parler. Tout le monde a repris sa voiture. Forcément, il y a peut-être des citadins qui sont tombés nez à nez avec des énormes voies réservées aux vélos, des pistes cyclables qu'on appelle provisoires. Mais, cher François, est-ce qu'à votre avis, ce sera très provisoire ou est-ce que ça va devenir un peu plus... Moi, tous les jours, j'en croise une et tous les jours, je me dis... Alors, le problème du vélo, c'est un sujet où on ne peut pas taper. On peut pas taper, parce que c'est vrai que c'est bien le vélo, quand on peut, quand on a des petites distances, les jambes qui vont bien et pas des courses à transporter, c'est super le vélo. C'est effectivement un moyen de déplacement et de locomotion qui fait sens en ville pour les derniers kilomètres. Mais là, ils en ont vraiment foutu partout, en tous les cas en région parisienne. C'est le coup de gueule de François. C'est en fait, la cohabitation est déjà complexe. Les risques sont déjà énormes pour les usagers vulnérables, que ce soit les piétons, les cyclistes ou les utilisateurs de trottinettes. Et là, ils nous ont fait des aménagements à l'arrache qui sont parfaitement légaux. J'ai un peu vérifié, il n'y a rien qui peut remettre en question la légalité de ces installations. Mais quand on a des places de stationnement tout à fait maintenues, une voie de circulation à moitié bouffée par une piste cyclable qui fait 2 mètres de large, où il n'y a pas grand monde, et des voitures cul à cul, avec des voitures qui sont obligées d'emprunter les pistes cyclables pour se garer. Donc ils se font gueuler dessus par les cyclistes qui passent. Cyclistes qui, 2 minutes après, grillent un feu rouge en toute impunité. Ça crée un climat de « moi, on me fait de la place, c'est mon coin, t'as pas à y aller, démerde-toi, prends pas ta voiture, fais comme moi, prends ton vélo ». Et ça peut pas marcher parce que il y a des gens qui n'ont pas le choix, tout le monde ne peut pas faire du vélo, on ne peut pas tous nous mettre au vélo, et puis j'attends l'hiver quand ça va dracher bien comme il faut, et qu'ils vont être contents dans leur espèce de torrent
de pistes cyclables réservées et qui vont être trempées jusqu'à l'os. Ils vont reprendre leur voiture et ils vont se dire merde, c'est vrai qu'en fait, quand on a sa voiture, les pistes cyclables, ça ne nous facilite pas la vie. On ne peut pas être ni blanc ni noir. Il faut garder une certaine mesure avec ce sujet parce que c'est aussi un peu l'avenir que de pouvoir multiplier ces transports, ces modes de transport doux. Mais là, j'ai l'impression que ça a été le moment pour dégainer tous ces aménagements qui sont plus ou moins bien intégrés à l'environnement urbain, qui lui n'est pas extensible et qui pousse fatalement la voiture un peu plus loin sur la voie du milieu, avec des bouchons aujourd'hui qui, malgré le fait qu'il n'y ait pas encore trop de circulation, sont déjà dantesques. Élevés. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Du jour au lendemain, tout le monde ne va pas s'acheter un vélo et aller au boulot en vélo. Désolé de le dire, c'est juste pas possible. Les automobilistes, leur téléphone rivé à l'oreille, ça me rend fou également. C'est pareil, les torts sont partagés. On l'a vu, le bilan de la sécurité routière définitive de 2019 vient de tomber. Les piétons, les cyclistes, les usagers des trottinettes sont notamment ceux qui prennent cher en 2019. Mais c'est normal. Usagers vulnérables, peu protégés, dans son environnement hostile, avec des automobilistes pas toujours concentrés, et qui eux-mêmes ne sont jamais réprimandés, ou presque, pour les erreurs qu'ils commettent, parce qu'il faut le rappeler, les cyclistes sont soumis au même code de la route que les automobilistes. Sauf que moi, je fais le compte au feu rouge des cyclistes qui s'arrêtent. Alors, c'est ma petite expérience, ça n'a aucune valeur statistique, hein, mais tous les soirs, j'en vois un, je me dis, toi, tu t'arrêtes pas? Ben non, il s'arrête pas. Et par contre, à la moindre crasse qu'on lui fait, ou au moindre petit... Alors, j'ai un discours de parigot, hein, voilà, fatalement, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. C'est pas la vraie vie, hein. Il y a des endroits où c'est peut-être beaucoup plus... des villes où c'est peut-être mieux... La cohabitation est mieux pensée, et puis les usages sont peut-être un peu meilleurs. Mais c'est quand même compliqué, avec des aménagements qui sont provisoires et qui risquent effectivement de durer. Même si, par endroits, j'ai cru qu'à Marseille, notamment Aix-en-Provence, il y a plusieurs villes qui ont dit nous, on va revenir en arrière parce que c'est pas possible, il n'y a pas un seul vélo et c'est le foutoir d'un côté. C'est pas possible, ça marche pas partout. Donc, et les municipalités, il n'y en a pas une seule qui dit non, c'est de la merde, les pistes cyclables, moi les vélos, j'en veux pas. Non, ils sont tous dans cette dynamique, effectivement, de mettre des vélos en ville. Parce que c'est dans l'air du temps, parce que ça fait bien. Alors c'est très parisien, il y a des grandes villes qui sont plus pro-vélo que d'autres et plus anti-bagnole par conséquence que d'autres. Mais il faut faire ça intelligemment. Le CEREMA, qui est un organisme public, a publié un guide des bonnes pratiques des pistes cyclables avec comment bien les faire, comment bien les marquer. Mais ça n'empêche, c'est des plots dans lesquels les voitures viennent éclater leur pare-choc parce qu'ils veulent se garer sur une place où ils ont le droit de se garer. Des fois, c'est au chausse-pied. Ça crée du stress, ça rajoute du stress au stress. Je parle même pas des trottinettes qui font n'importe quoi. Je parle pas des piétons qui ont le nez sur leur téléphone et les oreillettes et qui regardent pas. On peut pas faire des généralités, mais quand on voit à quel point les torts sont partagés et à quel point c'est toujours l'automobiliste le méchant au final, c'est un peu rageant. Eh bien, la transition est toute trouvée, cher François, vous êtes très fort. Tous les coups, oui. Sans le vouloir. Oh là là. Oh, presque sans le vouloir. on va parler de sécurité routière, puisque le 22 mai, il y a eu des nouvelles finalement règles qui sont rentrées au code de la route, et notamment une règle à propos du téléphone au volant. Si vous êtes pris en train de téléphoner en commettant une infraction, désormais vous risquez beaucoup plus gros. Alors le signal est fort. C'était attendu depuis 2018, hein, c'était une décision du comité interministériel à la sécurité routière qui voulait frapper pour une fois à côté autre chose que la vitesse et qui a dit effectivement si vous êtes interpellé, donc c'est que sur interpellation, ça ne peut pas marcher avec la photo d'un radar où on vous verrait au téléphone, c'est toujours bon à préciser, même si jamais le téléphone au volant, jamais, la règle c'est ça, point, qu'on se fasse gauler ou pas gauler, il ne faut pas, c'est mal. Il y a des kits main libre et même les kits main libre ça distrait, si on peut s'en passer, on s'en passe, bref. Si on se fait interpeller, la règle maintenant, c'est pas suspension, mais rétention du permis immédiate et possibilité d'une suspension de permis jusqu'à 6 mois. Et la liste des infractions concomitantes avec le fait d'avoir le téléphone au volant, elle est longue. Il y a beaucoup de choses, règles de dépassement, règles de priorité, règles de circulation. On fait un papier qui les liste toutes et qui paraîtra vendredi prochain. Qui sont encore une fois dans un décret auquel on ne comprend rien au premier abord. Il faut aller chercher les textes du code de la route pour y comprendre quelque chose. Mais voilà, il y a beaucoup d'infractions. Stop grillé, feu grillé, le fait de franchir une ligne blanche, les excès de vitesse, le clignotant, circuler à contresens, tant qu'à faire. Toutes ces choses-là, si en plus on téléphonait à ce moment-là, on est censé prendre cher. Sur le papier,
c'est hyper décourageant, entre guillemets. Enfin, on joue plus. Dissuasif, quoi, oui. Dissuasif. Un peu comme le fait de perdre 6 points si jamais on ne laisse pas la priorité au passage piéton à un piéton. C'est assez nouveau. Je ne sais pas s'il y a une seule prune avec 6 points en moins qui a été mise en France. J'attendrai le bilan des infractions pour voir s'il y en a dedans. Mais le message est clair. Ensuite, est-ce que ça va sulfater des suspensions de permis et des moins de 6 points pour les passages piétons? Je ne suis pas sûr, parce que pour ça, il faut qu'il y ait des policiers et des forces de l'ordre sur site qui interpellent. On n'en voit pas beaucoup, ils ont d'autres chats à fouetter. Alors l'état d'urgence n'est plus ce qu'il était à l'époque. On nous vend surtout en ce moment qu'il y a beaucoup de grands excès de vitesse et qu'il y a un gros relâchement depuis la fin des confinements. On attend, il ne devrait pas tarder à tomber le bilan de la mortalité au mois de mai. Pour l'instant, on ne sait pas s'il est... alors on a eu avant le 11 mai peu de circulation, après une circulation qui a recommencé. Donc bon, je ne sais pas. En tout cas, ces règles, notamment sur le téléphone, envoient un signal fort à ceux qui ont le téléphone vissé à l'oreille, même si ça ne va pas dissuader certains accros de continuer. Pour autant, si vraiment ils prennent une suspension de 6 mois pour avoir fait une grosse faute, je ne serai pas le premier à les blâmer. Je ne suis pas pour faire des exemples non plus. Mais il y a un moment où vraiment, étant moi-même en 2 roues tous les jours et voyant à quel point, en région parisienne en l'occurrence, 1 sur 2 au feu rouge, à son téléphone sur les genoux, où c'est une manie quasiment systématique d'avoir cette extension du bureau ou de chez soi dans sa voiture, stop, on conduit, on regarde, et justement avec cette profusion d'usagers différents qui maintenant cohabitent plus ou moins entre eux dans des pistes cyclables plus ou moins bien balisées et avec des usagers qui respectent plutôt moins que bien le code de la route, il faut être super prudent, parce que on a beau se dire, c'est ma voie de circulation, c'est mon droit, si on shoot un piéton ou un cycliste, c'est grave, on s'en remet pas, c'est un drame humain, ça reste un drame humain, et chacun doit se prendre en charge. Mais effectivement, c'est toujours le plus gros qui doit faire le plus attention. C'est un peu la règle quasiment systématique, et ça donne un sentiment d'impunité parfois à ceux qui sont plus fragiles, en disant de toute manière, moi je suis l'usager vulnérable, on va faire attention à moi. Sauf quand on passe par-dessus un capot, c'est trop tard. Eh bien, en parlant de sujets d'usagers vulnérables, il y a une autre mesure qui est passée dans ce fameux texte sur la sécurité routière du 22 mai, c'est à propos des passages piétons. Alors, ça ne va pas être appliqué tout de suite, mais se stationner en amont d'un passage piéton sera verbalisable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, François ? C'est pas ça. Pardon. Pas ça. Pardon. Dans le cadre de tout nouvel aménagement aux abords d'un passage piéton, il est interdit de mettre plus de 5 mètres, une place. Donc une zone blanche finalement. Voilà. C'est une zone blanche ou une zone réservée au stationnement des vélos ou des 2 roues. D'accord. C'est-à-dire de véhicules qui ne gênent pas la visibilité pour les voitures qui s'approchent. Donc le stationnement est interdit 5 mètres en amont pour les nouveaux aménagements de zones autour de ces passages piétons. Ce ne sera pas rétroactif. Ils vont a priori pas dégager toutes les places 5 mètres en amont des feux, ou alors uniquement dans le cadre peut-être de stations Vélib ou autres, où là on va pouvoir mettre ou pour les trottinettes. Mais le but, c'était effectivement d'améliorer la visibilité pour pas qu'on ait un utilitaire sans aucune surface vitrée garé pile à l'aplomb du passage piéton, et puis au moment où le piéton passe, la voiture arrive, et là, c'est le drame. Le piéton trépasse. Voilà. Je continue à propos alors c'est plus des mesures de sécurité routière, vu qu'on va bientôt atteindre l'heure déjà de direct avec vous, cher François. Oui, déjà, c'est passé vite. Parce qu'on le voit depuis tout à l'heure, en petite vignette derrière vous, c'est un joli radar. Alors je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une grosse tirelire ? Est-ce que les gens de la rédaction ont le droit de mettre des sous dedans ou pas, non ? C'est le totem de l'actu depuis. Moi, ça fait 12 ans que je suis là. Et ce radar, c'était à l'époque une société qui faisait des tabourets et des tables en forme de radar. D'accord. Je ne sais pas si elle existe encore, mais qui vendait ça, en fait, qui vendait ce tabouret qui nous l'avait passé, et c'est devenu le totem de l'actu. Quand les les JT viennent faire des sujets, il y a toujours notre radar derrière. Voilà, c'est notre mascotte, c'est notre Wilson à nous. Voilà. Et donc, non, c'est pas un vrai radar, c'est pas une tirelire. On met pas au pot, on n'est pas flashé en excès de vitesse, en excès de bonnes idées de sujets à l'actu. Mais c'est vrai qu'il est toujours là, il nous accompagne depuis longtemps, et on va le garder, c'est notre marque de fabrique. Et à Autoplus, les radars, c'est un peu une histoire d'amour, l'amour à la haine. Hein.
Justement, sans transition. il y a eu un super scoop que vous avez dégoté pendant le confinement. Ah, il y a le rédacteur en chef qui va mettre une petite pièce, il est gentil. Non, c'est le monsieur du ménage en fait. C'est le monsieur du ménage, il vient. Bonjour le rédacteur en chef d'Autoplus. C'était Nicolas Bernard qui était. C'était Nicolas Bernard qui signe ces fantastiques éditos chaque semaine, qui m'arrache toujours une larme tellement ils sont pertinents. Il va m'en vouloir. Alors, effectivement, pendant le confinement, vous avez débusqué ce qu'on appelle un radar urbain. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Est-ce que finalement, ça va être la nouvelle terreur des centres-villes? Et quand est-ce qu'il va y avoir le droit? Ce sera la nouvelle terreur des centres-villes, effectivement. Elle est pour l'instant pas en place, elle est très en retard. Depuis 2017, on en entend parler dans les projets de loi de finances de ces radars urbains, qui ne sont qu'une version miniaturisée des radars tourelles qu'on connaît bien aujourd'hui. Radars tourelles qui ont fait les frais ces derniers temps et avant le confinement des vandales. Ils ont été beaucoup sciés, brûlés, vandalisés. Les radars tourelles sont ces grosses boîtes blanches gigantesques qui remplacent les anciennes cabines grises. Donc le radar urbain, c'est une version miniaturisée qui est faite pour s'adapter sur du mobilier urbain. Donc c'est un appareil qui n'est pas livré avec un mât, mais avec un système de fixation qui vient s'accrocher à des lampadaires, à des poteaux. Donc déplaçable. Alors, totalement déplaçable. La boîte en elle-même n'est pas déplaçable. Elle sera, je pense, fixée à demeure sur du mobilier urbain avec une connexion électrique puisée à l'intérieur du poteau. En revanche, l'intérieur de la cabine, comme les radars tourelles, sera, lui, déplaçable. C'est la notion de l'heure, c'est-à-dire qu'il y aura un certain nombre de cabines. On sait juste que le marché public qui a été remporté fin 2018, chiffre cube à 150 millions d'euros, mais on ne sait pas combien il y aura de ces appareils installés, sachant que le marché a été divisé en deux lots, région nord, région sud. Le radar que l'on voit actuellement, c'est celui qui sera dans la partie sud de la France, et celui-ci dans la partie nord. Le cahier des charges, c'est exactement le même que le radar tourelle. Notion de l'heure, pouvoir le remplir avec un radar ou le laisser vide sans que l'automobiliste ne puisse savoir s'il est rempli visuellement, et même s'il a été flashé, puisque c'est un flash infrarouge. Il est capable, dans un premier temps, de verbaliser, comme les radars tourelles, les excès de vitesse et les feux rouges. Et il doit être, à terme, même si on n'en a pas vu la couleur pour l'instant, y compris pour le radar tourelle, capable de verbaliser plein d'autres infractions. Beaucoup de médias font le raccourci aujourd'hui et parlent des radars tourelles et des radars urbains comme des radars qui font tout. Qui font les feux rouges, la vitesse, la ceinture, le téléphone, les distances de sécurité, le café, et ils vous livrent les pizzas. Ça n'est pas le cas. Ce ne sont que des appareils qui aujourd'hui peuvent vous verbaliser pour un excès de vitesse ou un feu rouge grillé. Les homologations pour les autres fonctions ne sont pas encore acquises et on ne sait absolument pas quand est-ce qu'elles le seront. Donc voilà, n'écoutez pas ce côté. Voilà, effectivement, ils sont censés pouvoir le faire. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Celui qui est placé sur la 15 qu'on a pu voir doit justement tester ses fonctions en approche et en éloignement. C'est pour ça qu'il y a deux boîtiers, un qui flash de face, un qui flash de dos. C'est une zone de test d'Idemia, un des deux attributaires du marché pour la partie sud de la France. C'est leur zone de test. Il y a 7 radars d'affilée, dont uniquement un flash, c'est le dernier, c'est le radar discriminant. Tous les autres, c'est des prototypes. Voilà, c'est leur laboratoire à ciel ouvert sur la 15. Ceux qui passent là-bas tous les jours connaissent bien l'endroit. On nous a signalé l'implantation de cette nouvelle cabine qu'on n'avait jamais vue, beaucoup plus compacte, en acier, bleu et gris foncé. On a envoyé un photographe, on a été prendre des photos sous tous les angles, et effectivement, au plus fort du confinement, on a sorti un sujet là-dessus qui n'a absolument pas buzzé. Et puis là, maintenant que le confinement est terminé, passé, tout le monde roule, les télés se sont jetées sur le sujet en disant « ça y est, le radar urbain arrive ». C'est plutôt pour 2021 en fait. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement sur l'actualité radar de ces prochains mois, prochaines années? Est-ce qu'il y a d'autres armes redoutables en prévision? Privatisation des voitures, elle est maintenant déployée à grande échelle en Bretagne, dans les départements de Bretagne. Donc le recrutement va se poursuivre pour les chauffeurs. Ça a pris beaucoup de retard. Hein. C'est assez. Je dis pas que ça cafouille, mais on n'a pas une belle transparence de la sécurité routière sur. Les seules infos qu'on a, c'est les infos par la bande de gens qui les signalent. On les repère quand même ces voitures, même si c'est pas évident, elles sont banalisées. Mais aux mains des sociétés privées, elles sont beaucoup moins efficaces parce qu'ils ont interdiction de les utiliser en position à l'arrêt. C'est là qu'elles étaient les plus efficaces avant. Donc, elles sont moins efficientes qu'avant, mais elles roulent en théorie beaucoup plus. En Bretagne, ça y est, il y a 2 autres régions, Centre-Val de Loire, je crois, mais j'ai peur de dire une bêtise sur l'autre région qui doit être aujourd'hui, pour laquelle le marché public et de la privatisation est acquis.
Ça va continuer à faire parler. Alors les autres sujets, ça va être la fin de l'expérimentation du 80 km/h en théorie le 1er juillet prochain. Sauf qu'avec les chiffres de avec les chiffres de la sécurité routière en mars, avril et mai qui ont totalement pipé les dés, bien malin celui qui fera un bilan à peu près pertinent, même si en temps normal il ne l'aurait peut-être pas été sur cette mesure. Moi je pense qu'on va repartir pour un tour. J'ai pas d'infos sur cette thématique, mais le 1er juillet, je pense pas qu'ils arrêtent l'expérimentation en disant maintenant on remet tout à 90, ou alors on prend le temps de la réflexion, on débrief et on voit plus tard. Je pense que la bonne raison, mine de rien, parce que vu les chiffres de la sécurité routière pendant le confinement, ça a totalement rebattu les cartes. On va peut-être repartir pour un an de 80, et puis au bout de 3 ans, on nous dira peut-être c'est très bien comme ça, et puis on va pas s'arrêter. Il y a quelques départements, là hier, il y a le Loir-et-Cher, qui a repassé 330 km de départemental à 90. Il y en aura d'autres d'ici l'été, je pense, qui vont s'y remettre. Maintenant, le sujet refait causer, les gens peuvent à nouveau circuler. Donc, les départements qui s'étaient positionnés pour profiter de cette dérogation permise par la loi d'orientation des mobilités vont peut-être réactiver cette dérogation. On va suivre le sujet de près. Et sur les radars, en tout cas, c'est essentiellement les mobiles, qui sont de redoutables armes absolument impossibles à voir, ou très difficiles à voir. Les radars tourelles qui se multiplient, il est censé y en avoir 1200 d'ici à la fin de l'année, dont seulement certains flashent. Ensuite, il y a cette notion de l'heure, de faire tourner le radar d'une cabine à une autre. Et en 2021, ces radars urbains, ça fait déjà un bon programme. Une dernière petite anecdote, parce que vous l'avez trouvée finalement au fil de vos recherches et qu'elle est en ce moment à l'affiche d'AutoPlus, c'est cette info sur l'identifiant régional qu'on trouve sur les plaques d'immatriculation. Alors aujourd'hui, il y en a 13 en métropole, un peu plus avec les DOM. L'outre-mer, voilà. Mais il y en aura peut-être une 14e bientôt en métropole. Ah ben c'est sûr qu'il y en aura une 14e. Et c'est sûr, voilà, parce qu'il y a des dissidents, et les Alsaciens, qu'est-ce qui leur arrive ? Alors, depuis 2009, en 2009, il y avait 22 régions. On est passé à 13 avec les super régions en 2016. Et là, on va passer non plus à 13. Alors, on restera à 13 régions, mais au sein du Grand Est, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin ont réussi à négocier une nouvelle, identité administrative. On appelle ça une collectivité européenne, la collectivité européenne d'Alsace, qui naîtra le 1er janvier 2021. Qui rassemble le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, qui donne à ces deux départements des compétences sans pour autant sortir complètement de la région Grand Est. Et le corollaire de ça, c'est qu'ils ont l'autorisation de changer l'identifiant de région pour adopter un identifiant de région alsacien. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ces identifiants de région qui marquent l'identité de chacun dans des régions justement à forte identité. C'est hyper important. Et aujourd'hui, hormis ces 13 identifiants officiels, il n'y en a aucun autre. Alors celui qu'on voit, je ne sais pas si c'est celui qui sera adopté, c'est une possibilité. Il y aura un appel au peuple en Alsace à la rentrée pour voter pour l'identifiant de région qui sera adopté en janvier. C'est une vraie dérogation à un système qui était hyper figé. Aujourd'hui, on n'a absolument pas le droit de changer une plaque d'immatriculation et de mettre un modèle d'identifiant autre que l'identifiant officiel. On peut se faire verbaliser pour ça. C'est 135 €, je crois. Exact. C'est rare, mais ça peut arriver. Les Alsaciens, à partir du 1er janvier 2021, en toute légalité, ils pourront arborer un nouvel identifiant de région. Est-ce que ça va donner des idées à d'autres régions, à d'autres départements ? Peut-être des dissidences qui, pour l'instant, sont larvées et sont assez officieuses, puisqu'il y a plein d'autocollants qui remplacent parfois les identifiants de région. Il faut quand même un cadre légal et des textes qui le valident. C'est pas gagné, ça a été de haute lutte, je pense, pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, qui ont eu gain de cause. Mais ça a créé un précédent et on verra si ça a créé des émules. Bon, on verra ça, on va suivre ça dans les pages d'AutoPlus. Pour finir, François, quel est le sujet phare qui sort ce 5 juin dans le prochain numéro d'AutoPlus ? Eh bien, un sujet sur à qui profite la prime, presque sans erreur, parce que c'est un sujet que j'ai bouclé donc vendredi dernier pour un décret qui est paru dimanche dernier. Donc j'ai chopé un maximum de billes pour être le plus proche possible de la réalité. Je ne me suis pas planté sur grand-chose, mais alors, au-delà des chiffres qui seront pour certains, notamment le rétrofit dont on parlait tout à l'heure, pas exacts, les conseils qu'on donne dans le papier sur ce qu'il faut savoir pour en bénéficier, comment ça fonctionne, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de choses fausses, d'erreurs. Non, ça fixe le cadre.
Il y a des interrogations encore, hein. On ne sait pas comment le décompte des 200 000 aides va être mené par le gouvernement. On ne sait pas si c'est à la commande, si c'est à la livraison à partir du 1er juin, si c'est au moment où le dossier de remboursement arrive à l'ASP, l'Agence de services et de paiement, qui, pour le compte de l'État, verse ces aides. Il y a encore des questions en suspens, on les abordera quand on aura les réponses. Mais voilà, c'est le sujet de événement du journal. Les autres sujets que j'ai sous les yeux et que j'oublie à peu près aussi vite qu'on les boucle parce qu'il faut passer au suivant, c'est voilà, la roue. Le rythme est intense. Le rythme est intense. On a fait un sujet sur Renault parce que on a beaucoup entendu dire que Renault allait mourir. Nos lecteurs qui ont des considérations parfois, et ils ont bien raison, pragmatiques, qui sont de savoir est-ce que dans un an, il n'y aura plus de concession Renault et ma voiture, j'irai la faire entretenir je ne sais où. Non, rassurez-vous, Renault ne va pas mourir. Ils sont touchés, enfin Renault est touché, mais pas coulé, c'est comme ça qu'on l'a titré. Ils viennent d'avoir leur prêt garanti par l'État de 5 milliards, il va y avoir du boulot, il y aura sûrement de la caisse sociale, il y aura sûrement un plan produit qui sera décidé par le futur patron Luca Di Meo lorsqu'il sera là. C'est en juillet qu'il arrive, mais son plan produit, il mettra un peu de temps et on le connaîtra en fin d'année, je pense, qui va recentrer Renault et l'Alliance à la fois sur des synergies entre les trois marques, Nissan, Mitsubishi et Renault, mais aussi sur les gammes de véhicules qu'il faut pousser. Renault est de plus en plus fort, enfin, a un bon produit sur l'hybride rechargeable, est en pointe sur l'électrique, a pris le train des SUV en retard, va sûrement arrêter des gammes de véhicules qui ne sont plus à la mode et qui ne marchent pas, que ça soit le haut de gamme, le Scénic, l'Espace. Il y a, voilà. À Alpine, alors Dieppe n'est pas finalement fermé, donc Alpine est peut-être sauvé. Il y aura peut-être un SUV, on ne sait pas. Ça va. Pour l'instant, il y a des grands discours, il y a des intentions, il y a donner des gages, des garanties pour avoir ce prêt de l'État. Ensuite, il y a tout ce qui va se passer derrière, qu'on va suivre au jour le jour. Mais ce qui est sûr, c'est que Renault va pas mourir demain. Et il y aura encore des Renault dans quelques années et pour longtemps en France. Il n'y aura pas de renationalisation, on ne va pas revenir en arrière. Mais il y aura une période de doute, une période de choix difficiles à faire pour l'Alliance, pour se relancer et essayer de retrouver son public, sa rentabilité et un avenir un peu plus serein. Merci François, voilà. Vous avez bien mérité votre petite bière. Oui. Non, jamais, je vais prendre mon scooter. Ah bon. Voilà. Une bonne bouteille d'eau. Ce sera parfait. Merci en tout cas François pour cette heure passée ensemble. Ouais, de rien. Et puis à très bientôt. Mais avec grand plaisir. Merci à tous. Avec plein d'autres sujets effectivement dans notre escarcelle. Merci à tous les autres internautes qui auront tenu finalement à cette heure avec nous. J'espère que voilà, les sujets vous ont passionné et ont été passionnants. Je vous rappelle la semaine prochaine, je n'ai pas la date en tête, mais nous serons très certainement avec Alan Froly, essayeur à la rédaction. L'excellent Alan Froly, il faut absolument, oh là là, l'inénarrable Alan Froly. Avec qui voilà, nous parlerons de sujets relatifs aux essais. Donc si vous avez des questions, eh bien préparez-les pour les lui poser. Je vous remercie encore à tous pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Merci, au revoir.